que ce soit sur Barni, Piniparma ou Tressé, le panier moyen des mois qui ont suivi la refonte n'a jamais été aussi haut qu'avant. Vaut mieux que vous mettiez votre jean à 205 €, frais de port offerts, plutôt que de faire 200 plus 5. Donc ouais, il y a pas mal de marques très sympas avec Dijon, Pimpan, qui sont les 2 DNVB, je pense, les plus importants avec lesquels on bosse. Il y a aussi Shepherd, qui est une DNVB aussi importante. Et ça, on n'y pense pas, mais tout ce qui va être ingrédients, composition des produits, fabrication, c'est extrêmement consulté. Barni, on peut en parler, mais la fondatrice échange énormément avec sa communauté et du coup partage très régulièrement par contre sur les réseaux sociaux, et là c'est très cool, les vêtements portés par sa communauté, etc. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, comment ça va, Simon ? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci pour ton accueil. Merci à toi de te rendre disponible aujourd'hui. Tu es Avec grand venu plaisir. dans nos bureaux puisque Sous la les pluie. tiens sont pas très très loin, effectivement, sous la pluie. On est à Nantes, donc forcément sous la Tout à pluie. fait. 2 acteurs nantais de l'e-commerce qui se retrouvent. Exactement. Et on en a reçu quelques-uns des acteurs nantais ici, mais ça me fait très plaisir de t'avoir toi, puisque je pense que Pareil. tu es un des acteurs nantais du e-commerce les plus reconnus sur ce sujet-là. Donc Merci. je sais que tu vas avoir plein de bons conseils à nous partager aujourd'hui. J'espère. Je vais essayer en tout cas. Très bien. Top. Aujourd'hui, on va parler de, forcément d'e-commerce. On va pas parler d'un autre, sujet. On va pas parler de la météo, J'aurais par aimé que tu me exemple. préviennes sinon. On va parler d'e-commerce et particulièrement de e-commerce quand on est une marque de prêt-à-porter Ouais, et des choses à savoir pour bien optimiser son e-shop quand on est une marque de prêt-à-porter. exactement. Mais écoute, carrément, je suis prêt. Top. Bon, avant de commencer, moi, je te connais bien, Simon, mais tout le monde ne te connaît pas, malheureusement. Peut-être, dans quelques temps, ce sera le cas. J'espère, j'espère. Mais est-ce que tu peux commencer par te présenter, en dire un petit peu plus sur toi, sur Moon Moon? Ouais, carrément. Alors, je m'appelle Simon Lefebvre, je suis un des 3 cofondateurs de Moon Moon, qui est une agence de Shopify, expert Shopify Plus, qui est basée à Nantes. On est une équipe de 15 personnes, ça fait, bientôt ça fera 6 ans qu'on existe, sous ce format-là, en tout cas, spécialisé sur Shopify, au mois de juin, donc ça va arriver vite. Mais sinon, historiquement, pour la petite histoire, on est pas mal à être, du wagon dans la team. OK. On a appris à faire des applications web, donc en fait, on a fait des applications web pendant un petit moment aussi en parallèle. On a fait du WordPress, du PrestaShop. On a très, très rapidement essayé de faire du Magento, on a vite arrêté, c'était compliqué. Et ça, c'était avant justement 2019 où on faisait pas mal de petites, de plein de petites choses web, on savait pas trop ce qu'on allait faire. En fait, c'est un peu, entre guillemets, «un accident», Moon Moon, c'est arrivé comme ça avec la rencontre de Thibaut et Ben, OK. et les demandes qu'on a eu de plus en plus là-dessus, en fait. OK. Donc l'aventure, elle a commencé en 2019? Ouais, on va dire qu'on a commencé à se spécialiser en 2019 sur Shopify, où en effet, moi, j'avais un petit réseau sur Paris, en étant à Nantes, mais j'avais pas mal de potes qui étaient restés sur Paris, qui étaient en agence justement d'acquisition comme toi, OK. qui avaient des clients qui leur demandaient de faire, notamment, des sites, WordPress et du e-commerce, et notamment il y a des Shopify, on a commencé à avoir des demandes, Ouais. et moi j'en avais jamais fait et j'ai demandé à Thibaut: «Est-ce que tu en as déjà fait?» Il en avait fait déjà 2. Il m'a dit: «Bah carrément». Ça a commencé comme ça, et le 2e Shopify qu'on a fait, pour la petite histoire, c'était les Miraculeux. OK. Très Et bien. qu'on a fait en tant que Moon Moon en tout cas, Il s'appelle Mium Lab, qui maintenant, c'est s'appelle ça? Mium Lab exactement maintenant, et c'était, pas longtemps avant le confinement en 2020, hein. Ouais. Et donc en fait, avec cette référence des Miraculeux qui a décollé très, très rapidement, Mmh. ça nous a permis en vrai de se faire voir, par pas mal de marques. Et pendant le confinement, c'est ce que je dis souvent, les gens disent: «Ah, pendant le confinement, c'était trop bien, on était tranquille». Moi, je pense que j'ai jamais autant bossé de ma vie que pendant le confinement. J'ai fait 3 mois vraiment, de 8h à minuit à bosser comme un ouf avec, Thibaut, au bout du fil, quoi. OK.
Trop bien. Bon, bah, pour toi, c'était une période bien, bien intense, mais c'était ça Ouais. le vrai début finalement de Moon Moon? Ouais, ça a vraiment décollé là et puis après, en vrai, ça s'est jamais arrêté de croître, en fait. OK, et dès le départ, vous avez fait le choix de Shopify et vous avez écarté les autres, CMS? Bah, en fait, comme je te le dis, c'est quand on a commencé à avoir, de plus en plus de demandes sur, Shopify, on en a fait, mais on a eu aussi c'est un peu le buzzword, on va dire de 2024, le CRO. On a Mmh mh. commencé à avoir des demandes déjà là-dessus. Ça s'appelait pas comme ça à l'époque. OK. Ça s'appelait juste optimisation UX Ouais. et du coup, on a commencé à en avoir aussi des demandes de gens qui demandaient: «Bah, est-ce que vous pouvez nous conseiller pour, améliorer, la conversion de notre site et tout?» Donc on a commencé à faire ça. Moi, je faisais ça parce que j'ai aussi une formation de dev, mais je suis pas un très, très bon dev, pour information, donc c'est très vite Thibaut, et Ben qui ont pris, le relais sur ces sujets-là. Mais oui, en fait, on en a eu tellement qu'en fait, en 2019, on s'est dit: «En fait, on va faire que ça» et on s'est spécialisé et ça nous a permis aussi de communiquer sur ce mot-là et d'avoir un site où on disait: «On fait du Shopify» et c'est tout. Alors qu'avant, c'était agence web, et encore, on se présentait même pas vraiment comme une agence, on se présentait comme un collectif au début, en fait, Ouais. pour être, totalement, transparent. Ouais, et c'était comment Shopify en 2019 au-delà des demandes que vous aviez? Parce que moi, j'ai commencé à faire de l'Ads en 2019 Ouais, et à ce moment-là, on a commencé aussi à travailler avec des e-commerçants et tu m'arrêtes si je suis totalement à ouais, côté dis-moi, de la dis-moi? plaque, mais j'ai un peu l'impression qu'à ce moment-là, Shopify, avait un peu l'image du CMS des dropshippers et Exactement, ouais, ouais. beaucoup de marques, disaient: «Ouais, mais Shopify, on est trop gros pour aller là-dessus». C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, j'allais dire, Shopify en tant que tel a vachement évolué et en même temps, c'est pas si différent que ce que c'est aujourd'hui. En fait, la Ouais, base, elle est toujours similaire. D'ailleurs, on a un dernier client dont on est en train de refaire le site, qui est un des premiers clients qu'on a eu, qui était sur des bases de Shopify à ce moment-là. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas non plus si différent que ça. C'est juste plus pratique aujourd'hui. Mais en effet, la grosse différence, et c'est exactement ce que tu allais dire. J'allais dire la grosse différence, c'est l'image qu'a Shopify. Et on en parlait juste avant de démarrer ce podcast. Tu me disais que tu as des grosses marques avec lesquelles tu bosses qui là commencent à arriver ouais, sur Shopify aussi. Et donc l'image elle est totalement différente. Et il y avait des craintes qu'on nous soumettait lorsqu'on nous contactait en mode ouais, on se pose des questions parce qu'on nous dit que c'est le truc pour les dropshippers, avec le SEO aussi, il est pourri dessus, etc. Donc en ouais. fait, il a fallu faire beaucoup de pédagogie dessus. Je pense qu'on a été à notre modeste échelle un des acteurs qui a justement aidé Mmh. à un peu expliquer que Shopify en fait c'est fait pour aussi d'autres choses. Ouais. Que juste le dropshipping ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, il y a plus tant que ça de sites sur, Shopify qui font du dropshipping, en tout cas qui sont Oui. c'est plus ça du tout qui est mis en avant, quoi. Ouais, ouais, effectivement. J'ai l'impression que ce «changement d'image» entre guillemets, il a surtout opéré au courant de l'année 2023 et j'ai une marque, bah, on va parler de marque de prêt-à-porter Ouais, aujourd'hui, carrément. mais c'est Eden Park, qui a pas mal, enfin, communiqué à ce moment-là dans notre petit, univers sur le fait qu'ils passaient maintenant sur Shopify et à ce moment-là, moi, j'ai trouvé que c'était un vrai gage de qualité pour Shopify de voir une marque comme celle-ci, dire voilà, on passe de Magento, PrestaShop, à Shopify. Ouais, il y a eu pas mal de marques comme ça assez importantes qui avaient switché. Il y avait aussi, je me souviens, Suprême qui avait fait un gros buzz à un moment OK. donné, qui était passé sur, et je me demande si c'était pas aussi en 2023. Après, de ma fenêtre, ça s'est fait moi progressivement en vrai, aujourd'hui j'ai plus aucune question Ouais. là-dessus. J'en ai peut-être encore en 2023 en effet, mais c'est commencé déjà à ralentir. Mais voilà, mais même des marques aujourd'hui, il y a ça, il y a des grosses marques qui sont passées sur Shopify qui ont fait que les gens se sont dit, en fait Shopify c'est une solution sérieuse même pour des grosses marques. Il y a aussi à l'inverse des marques, des DNVB. Je peux prendre l'exemple de Dijon ou de Pimpan qui sont 2 de nos clients, Ouais. qui même si on prend Dijon qui maintenant est une marque très connue dans l'écosystème, Shopify, étaient pas plus connues que ça, à leur démarrage. Elles ont commencé sur Shopify et maintenant tout le monde dit: «Ah», Mmh mh. sans faire des caisses, mais Adijo, qui est une DNVB référente, est sur Shopify. Du coup, Ouais, ouais. ouais, c'est aussi des marques qui étaient plus petites, qui aujourd'hui sont devenues grosses, grâce entre guillemets aussi à Shopify, qui font que ça a légitimé et valorisé aussi Shopify, quoi. Ouais, clairement, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de doute sur le sujet. Tu as Ouais, commencé complètement. à nous parler de quelques-uns de tes, clients, Dijon, Pimpant. Est-ce que tu peux nous lister d'autres clients comme ça que vous avez accompagnés? Ouais, complètement. Alors, on en parlait juste avant aussi. Des fois, c'est un peu grave de se souvenir des clients avec qui tu bosses, alors que tu en as beaucoup. Mais en effet, donc ouais, Dijon, Pimpan, qui sont bah, les 2 DNVB, je pense, les plus importants avec lesquels on bosse. Il y a aussi Shepherd, qui est une DNVB aussi importante, Ouais, mais qui vend OK, aussi pas mal sur Amazon. Plus récemment, on a commencé à travailler avec Tressé l'année dernière, OK, qui est une marque euh, à la limite du luxe OK. sur les vêtements. Barney aussi, qui s'appelait Cocotte Pimp Style avant. Ouais, Pini Parma, on bosse aussi avec Pyrex, on avait fait le site de Duralex aussi l'année dernière, il y a 1 an et demi.
Donc ouais, non, il y a pas mal de marques, Detective Box aussi, Néné, j'ai vu que, Mmh mh. tu les avais listées justement dans ton post là juste avant Noël, on en parlait tout à Ouais, l'heure. ouais, Donc ouais, il y a pas mal de marques, très sympas avec lesquelles on bosse et ça continue. On a des nouvelles là qui rentrent, j'en trop bien. reparlerai sans doute plus tard. Ouais, ouais, vous avez beaucoup de clients. On mettra, quelques sites, en référence, pour que les internautes qui vont écouter ce podcast, qui vont, Ouais, puis aller regarder la regarder, vidéo puissent aller regarder carrément, votre travail. Ce qui est cool avec votre travail, c'est que vous pouvez facilement le mettre en avant. carrément. C'est assez simple quand il y a une marque qui vous démarche de pouvoir dire: «Bah, on a fait ça avec eux, donc on pourrait plus ou moins avoir, Complètement. quelque chose de similaire pour vous». C'est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles les gens viennent nous contacter. Aujourd'hui, quand on nous contacte, on nous parle pas mal de Dijo historiquement, très régulièrement. Donc ça, c'est une fierté parce que ça fait maintenant, 3 ans, 4 ans qu'on bosse avec elle, donc c'est cool. Mais là, beaucoup nous parlent de Tressé, et c'est pour un truc très, très spécifique. C'est sur l'entrée du site, en fait, on a fait une animation avec le logo Tressé qui est en très gros et quand OK, tu scrolles, il réduit et il devient tout petit et il se positionne dans le header. Et donc le design est vraiment, hyper cool. Donc on l'a travaillé aussi avec un directeur artistique externe, avec qui on a bossé sur toute la maquette du site et c'est pour le style de plus en plus qu'on vient nous chercher. OK. Barni aussi, le style du site est très cool. Pini Parma, bah, tu l'as vu aussi, très Ouais. sympa. Donc ouais, on vient nous chercher aussi de plus en plus aussi pour cet aspect, compromis et c'est un peu l'objet du podcast, entre design poussé, haut de gamme, mais en même temps tout en conservant l'UX. Parce qu'on en parlera sans doute juste après, mais il y a aussi, typiquement ces 3 projets là, Barni, Pini Parma et Tressé qu'on a refait l'année Mmh, dernière. mmh mh. Il y a eu vraiment des impacts significatifs sur la conversion après derrière OK. et aussi sur le panier moyen, qui sont des choses sur lesquelles des fois nous en tant qu'agence, e-commerce, on y pense un peu moins, on pense tout le temps conversion, déjà on a Ouais. ça tout le temps en tête. C'est vrai que le panier moyen a aussi un un apport aussi en termes de chiffre d'affaires qui est plus on le néglige, je trouve, assez souvent et voilà, Bon, je te poserai quelques questions justement sur, complètement. tes petits secrets pour, augmenter les paniers moyens de tes clients, qui sont des marques de prêt-à-porter. Avec Tu plaisir. tu nous as fait une bonne, introduction, Ouais, sur le intro d'un sujet du quart d'heure. jour. On va donc parler de e-commerce, de Shopify principalement, dans un contexte particulier, les marques de prêt-à-porter. Est-ce que déjà tu pourrais me dire, c'est quoi les enjeux, les grosses questions qu'il faut se poser quand on est une marque de prêt-à-porter qui cherche à créer son premier e-shop ou à l'améliorer? Alors, les enjeux, la première question qu'il faut se poser, c'est le compromis qu'on souhaite mettre entre branding, qualité, visuelle du site, design et UX Ouais. et donc parcours client et conversion. Donc en gros, généralement, en fait, il y a des choses qu'on met, sur les e-commerce en règle générale. On en parlait aussi tout à l'heure, les avis clients. Typiquement, est-ce que tu vas te permettre en tant que marque haut de gamme de mettre des avis clients sur ton site? Ouais. La réponse est en tout cas si on considère, les 3 marques, Barni, Pini Parma et Tressé comme des marques de luxe haut de gamme, ce qui est le Ouais. cas, en tout cas premium, à minima, et ben, en fait, c'est pas le cas. On a décidé de pas le mettre. Pour autant, peut-être que ça peut avoir un impact positif sur la conversion. Donc c'est vraiment des questions systématiques qu'il faut se poser. Typiquement sur la homepage de Tressé, on s'est posé la question de savoir si on allait mettre sur les cartes produits les prix. Donc on en a beaucoup débattu. Moi, j'ai beaucoup milité pour qu'on puisse mettre le prix, on l'a mis et je suis assez convaincu que ça a aussi aidé justement dans la conversion du site, parce que, et ça je pense que c'est un truc que les gens peuvent retenir, hem, n faites en sorte que votre prix soit présenté le plus tôt possible, OK. encore plus quand c'est un prix qui est haut. OK. Parce que là, c'est vrai que tu me parles de prêt-à-porter et de e-commerce, et c'est vrai que nous, l'expérience qu'on a, en toute modestie et c'est aussi un peu le hasard, mais fait qu'on a travaillé sur des marques plutôt haut de gamme, luxe, Ouais. donc c'est plutôt cette expérience-là qu'on a, mais en tout cas, ce que je peux dire et on me pose souvent la question, ne cache pas ton prix. Vraiment, si tu as des vêtements ou en tout cas des objets, c'est valable pour tous les e-commerce, si tu as quelque chose qui vaut cher, n'attends pas, la page produit pour montrer ton prix, en fait. Ne le cache pas ton prix, parce que ça permet de dire si tu vois quelque chose qui te plaît avec le prix à côté, de dire: «Tain, c'est cher, mais ça me plaît, du coup je creuse et peut-être que je vais l'acheter». Alors que si tu dis: «Ah ça me plaît», tu imagines un prix qui est peut-être de 50 € alors qu'en fait c'est 200, tu vas jusqu'au bout du parcours client et juste avant d'acheter, c'est sûr que tu lâches parce que tu as une trop grosse surprise. C'est un petit peu comme les frais de port. Quand tu fais tout ton parcours client, que tu as l'habitude dans le e-commerce d'avoir les frais de port offerts, que tu arrives dans le checkout et que là tu découvres qu'il y a des frais de port. Même si c'est 5 €, même si tu en as pour 200 € et que c'est 5 €, tu peux avoir ce truc de, mesquinerie un peu, tu te dis: «Attends, mais en plus, je paye 200 balles, c'est quand même cher. J'accepte de mettre ce prix-là dans un jean», par exemple. Ouais. Heu,
c'est un peu abusé de me faire payer 5 €. Est-ce qui est le cas et moi je pense que c'est le cas aussi, tu vois? Enfin à titre perso Ouais, bien sûr. et vraiment c'est démontré ça, je vaut mieux que vous mettiez votre jean à 205 €, frais de port offerts, plutôt que de faire 200 plus 5. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que si on il peut y avoir cette question également par rapport aux frais de port. Est-ce que du coup, je peux aller, sur, un site de revendeur Mmh. et avoir le même produit avec les frais de port offerts? Donc ça fait des clics en plus, ça pose des questions, en plus et ça vient apporter une friction inutile finalement. Exactement, exactement. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser, c'est vraiment le compromis autour de tout ça. Hem, du coup, tu peux moins travailler sur le côté UX un peu, facile, du e-commerce et du CRO. Je veux dire des choses toutes bêtes, mais ça va être, genre une offre avec une pile qui dit -15 si vous en prenez 2, vous avez une remise, on crée des lots et Ouais, cetera. Ça, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas mettre non plus trop de sous-titres du type, jean, ce jean est vraiment apprécié par plein de personnes et cetera. Tu peux pas faire ça en tout cas dans les vêtements, de luxe. En revanche, et je sais que c'est un point qui t'intéressait, pas mal, quand on a discuté avant, mais ça va être tout le service que tu vas apporter autour de ton vêtement. Ton vêtement est cher, tu ne peux pas mettre en avant des arguments de pricing, tu peux pas mettre en avant des arguments, d'offres, limitées, genre plus que 2 heures pour acheter, ton jean et ouais, cetera. Ça, c'est un peu délicat. Tu peux pas non plus mettre des pop-up dans tous les sens, pour t'inscrire à des newsletters et tout, même si tu peux le faire. Donc il faut que tu apportes un service vraiment de qualité. Donc c'est des renseignements sur le vêtement, t'assurer que le vêtement soit de qualité, t'assurer que tu vas choisir la bonne taille, mmh mh. t'assurer que tu peux aller le trouver en magasin. Mmh mh. Si par exemple, on prend l'exemple des 3 marques qu'on a citées, donc Pini Parma, Tressé et Barni. Alors c'est pas le cas de Barni, mais si on prend le cas de Tressé et Pini Parma plus spécifiquement, tu peux aller regarder si c'est disponible en magasin, tu as le stock en direct, tu sais si le stock est limité et donc c'est là où tu vas pouvoir quand même jouer sur genre stock limité par Mmh exemple, mh. sur cet aspect un peu de FOMO de, Ouais, il y en a bientôt plus et cetera et après, bah, tu as aussi, la taille du vêtement, faire attention à ce que tu aies les bonnes tailles et cetera et cetera. OK. Il y a plein de choses super C'est intéressantes pour ça dont que je me tu suis arrêté viens, parce qu'en fait, je peux continuer vraiment à l'infini, donc faut que je m'arrête en fait. Il y a vraiment plein de choses super intéressantes dont tu viens de parler. Déjà, le premier conseil de mettre le prix, le plus tôt possible, sur la navigation du site. Ça, je pense que c'est un conseil qui va aider, pas mal de personnes Ouais, qui vont écouter ce podcast et une chose sur laquelle je suis très d'accord, avec toi, nous, on accompagne aussi des marques de prêt-à-porter. Certaines d'entre elles ont aussi ce statut de marque, premium, haut de ouais, gamme et effectivement, c'est très différent quand on va faire de l'ads pour ces marques-là, que quand on va faire de l'ads pour, bien une sûr. marque de cosmétiques ou, une autre marque où il faut expliquer un usage, on répond à un problème, on peut se permettre de faire des bundles, des opérations commerciales pour, de acheter un offert. C'est pas des choses qu'on peut, faire quand, on est une marque de prêt-à-porter premium Exactement. et en plus de ça, en tout cas sur le côté publicité, quand on vend par exemple une paire de baskets, Ouais. on n'a pas besoin d'expliquer, à quoi ça sert une basket. Donc il y a pas d'éducation à faire autour du produit, ça reste évident, c'est vraiment, j'ai envie de dire, enfin tu m'arrêtes si, tu es pas d'accord avec moi, mais le style qui va vraiment compter et toutes les informations qu'on va apporter à côté de ce style. Ouais, alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a juste une chose en plus qui est négligée et ça, pour le coup, c'est un truc que j'ai aussi un peu appris en analysant, certains de nos sites avec, Hotjar ou en faisant des AB tests. Ouais. Hem, tout ce qui va être et ça, on n'y pense pas, mais tout ce qui va être ingrédients, composition des produits, fabrication, OK. c'est extrêmement consulté et moi, je pensais pas parce qu'à titre Ouais. perso, je suis pas toujours non plus à regarder dans le détail et cetera. Je dérive un peu du sujet, mais par exemple, pour la cosmétique, c'est hallucinant le nombre de clics qu'il y a sur ingrédients, OK. vraiment. Donc et d'ailleurs, je conseille, petite parenthèse sur la cosmétique, si vous avez une marque de cosmétiques et que la composition est bonne, de mettre en avant ça avant, le CTA sur le bloc d'achat, bloc produit et aussi de laisser ouvert. Des fois, c'est dans des drop down que tu as, ces informations, de vraiment les laisser à disposition très simplement. Pour les vêtements, c'est pareil OK. et j'étais un peu en retard, encore une fois, entre autres à cause de ça, parce que j'étais en call avec, notre chef de projet qui s'appelle Oriane, qui travaille sur la marque Tressé OK. et on va leur proposer justement cet AB test là sur la composition, des produits de où est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est éthique et cetera? Parce que c'est le cas et on veut le mettre en avant, à cet endroit et on va l'AB tester. Je suis à peu près certain qu'en fait, ça va mieux fonctionner en le mettant plus en avant. Donc il y a ça aussi, dont on ne pense pas et moi-même avant d'avoir vu toutes ces statistiques, je j'y ai pas forcément pensé. Mais c'est hallucinant le taux de clic, c'est limite des fois le clic numéro un.
C'est OK. dans les top 3 des clics, quoi. OK, c'est super intéressant ce que tu dis. J'avoue que comme toi, moi, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais, regarder. En tout Exactement. cas, j'ai pas je m'en rends pas compte. Ouais, Donc super intéressant ce que tu dis sur cette partie-là. ouais, Je rebondis rapidement sur, un terme dont tu viens de parler, l'A/B test. ouais. Les A/B tests, vous en faites régulièrement justement sur des sites de marques de prêt-à-porter? Alors oui, alors régulièrement à date, on en fait, de temps en temps, oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des offres de CRO, qui sont, assez, ponctuelles. On fait des analyses complètes, OK, et aujourd'hui, on n'était pas structuré. On est en train de le devenir. C'est justement dans notre roadmap. On justement fait des tests réguliers pour certaines marques. Donc on le fait pas pour 100 de nos clients à date, mais dans 6 mois, ça devrait être le cas. Donc en effet, on le fait régulièrement. Ce qu'on fait en fait, puisque comme on a l'avantage, en tant qu'agence Shopify d'avoir des devs en interne, des designers en interne, mmh mh. c'est que, tout ce qu'on va faire, ce qu'on appelle chez nous des add-ons, donc c'est des grosses modifications de certains blocs sur un site. Maintenant, systématiquement, on le teste. OK, très clair. Et c'est quoi les bonnes pratiques d'un A/B test si on peut, s'arrêter dessus quelques secondes? Bah, les bonnes pratiques d'un A/B test, ça va être, bah, de pas en faire 2 en même temps, déjà. Ouais, De le laisser tourner plus d'une semaine. OK, C'est parfois difficile pour les e-commerçants d'accepter ça, parce qu'ils veulent avoir les résultats très vite. Quand la première semaine, il y a une trend négative, ils ont tendance à vouloir vite stopper. Donc non, laisser à minima 2 semaines, ça va dépendre de votre trafic et cetera. Mais il y a un truc que j'ai appris aussi assez récemment, c'est que sur le trafic, même si vous avez un fort trafic, il faut quand même que vous laissiez plus longtemps le test, l'A/B test tourner, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur votre site qui ont l'habitude de venir sur votre site, notamment sur des sites des sites où vous rachetez souvent. Ça peut être le cas d'ailleurs sur les vêtements. Les personnes ont vu ce changement du site avec l'A/B test et des fois sont un peu perturbées. Du coup, il faut qu'ils reviennent pour s'habituer aussi à la nouvelle version du site. Donc il faut quand même attendre un certain temps. ouais, Et l'autre conseil que je peux donner, c'est, à partir de 10 de différence de conversion de CTR ou de ça dépend ce que vous regardez. À partir de 10 de différence, ça commence à être significatif. En OK, dessous, peut-être faire des tests, intermédiaires complémentaires et voilà. Et sinon, bah, peut-être pas faire des AB tests trop différents l'un de l'autre, quoi. OK, Parce que très bien. sinon tu vas pas savoir ce qui a permis, aux personnes de mieux convertir. Ouais, ça doit être fait de manière assez, scientifique avec des hypothèses assez proches, l'une de l'autre. Exactement. Fermons cette petite parenthèse sur les A/B tests. Donc on en parlait, tout à l'heure, une des premières difficultés quand on est une marque de prêt-à-porter, premium et qu'on veut faire son Ouais, e-shop, c'est qu'on doit, trouver le bon équilibre entre, son image de marque, la sobriété potentiellement qu'on veut apporter à cette, image de marque et aussi, bah, les prérequis des, concepts qui fonctionnent bien en ouais. e-commerce, avoir, parfois un gros bouton ajouté, au panier, bah, ça colle pas du tout avec le côté, premium, d'une marque. Est-ce que toi tu vois malgré tout des, assets ou en tout cas des blocs qui sont indispensables en plus de ceux dont tu nous as déjà parlé tout à l'heure, sur une, page produit, d'une marque de prêt-à-porter premium? Oui, alors, je vais mettre un peu de nuance sur ce que tu viens de dire sur les gros boutons. En fait, il faut quand même mettre des gros boutons, OK. d'achat. Alors évidemment pas, rouge et cetera, tu peux avoir un truc élégant, mais typiquement le sticky CTA, enfin enfin nous on l'appelle comme ça, mais le bouton, ajouter au panier fixe en bas de l'écran sur les pages, produits, c'est un truc qui fonctionne toujours, il faut quand même le garder. Ouais, Il faut faire, hyper attention à ça. L'autre élément à mettre sur cette fiche produit indispensable, c'est, le délai de livraison. ouais, Et ça, petite parenthèse là-dessus, il y a encore beaucoup de sites qui mettent livré estimation de livraison entre le, 14 et le 16. Heu, il vaut mieux soit que vous disiez que ce sera livré le 14 février, par exemple, le 14 février si vous commandez avant 13 heures, même si vous livrez le 15, parce qu'il y a très peu de personnes qui vont vous reprocher s'ils arrivent le 15 plutôt que le 14, et ceux qui vont se plaindre, bon, bah, c'est comme ça. Il faut quand même que vous soyez à peu près sûr que ce soit le 14, hein, dans 90 des cas. oui. Ce que je veux dire, c'est, mentez pas sur le délai de livraison, c'est juste, mettez une date fixe. Il vaut mieux que ce soit même plus loin s'il le faut, mettez plutôt le 15 ou le 16, même si vous pensez que ça peut être le 14, si vous voulez pas trop, vous faire embêter. Parce que ça va vraiment faire une grosse différence aussi sur la conversion. Il vaut mieux que vous disiez: «Ça va arriver le telle date», quitte à ce que vous plantiez un petit peu, plutôt que de dire: «Ça arrivera à peu près là», en essayant d'être honnête, ce que je comprends. Mais il vaut mieux être honnête sur une date où vous êtes sûr qu'ils vont l'avoir plutôt, voilà. Parce que c'est beaucoup plus rassurant de savoir que ça va arriver vraiment à une date et que c'est pas un truc un peu bizarre. Donc il y a ça, c'est hyper important. Le paiement en 3 fois.
OK. Donc même sur les enfin même et peut-être surtout sur des sites de vêtements, haut de gamme luxe, Mmh. typiquement ces marques-là, une marque comme Tressé, c'est des vêtements qui sont chers. Pour autant leur cible elle est quand même relativement large parce qu'en fait ils ont quand même une niche qui est assez intéressante, c'est qu'ils vendent beaucoup de robes OK. pour, des événements particuliers. Donc typiquement pour des mariages, pour, des cérémonies X ou Y Mmh. et donc voilà, donc il y a des personnes qui vont jamais acheter sur Tressé parce que c'est un peu au-dessus de ce qu'ils peuvent se permettre. Par contre, pour un événement spécifique, ils vont y aller et donc de proposer un paiement en 3 fois, ça va permettre aussi de passer, à l'étape, d'après. Donc ça, c'est important et on en a parlé tout à l'heure, mais je le répète, mais sur la partie détail, hyper important de pouvoir vérifier le plus possible que la taille, correspond à ce qu'on Ouais. cherche et donc typiquement, si on prend Pini Parma, il y a des tailles en italien, en américain et en français. Je ne veux pas dire de bêtises, mais qui sont comparées systématiquement, dans les dans le choix des tailles avec, le stock, pas le stock et cetera et le dernier truc et après je m'arrête là, c'est la partie, lookbook. On en a aussi un peu parlé tout à l'heure. Donc il y a la partie lookbook générale que vous pouvez présenter sur votre site, mais si vous voulez vraiment optimiser au maximum la conversion et votre panier moyen en tant qu'e-commerçant, mettez le lookbook sur la première image de votre image produit où vous cliquez, il y a un tiroir qui arrive sur le côté, qui va vous présenter évidemment le vêtement sur lequel vous êtes, mais aussi les vêtements complémentaires, que le mannequin porte, sur, l'image. OK. J'en ai encore plein si tu veux, mais, je m'arrête là. On va s'arrêter, 2 petites secondes sur, les photos. Je Ouais, te reposerai après d'autres questions sur, les paiements en 3 fois, les méthodes de paiement, ouais, justement sur Shopify qui sont à privilégier quand on est une marque de prêt-à-porter. carrément. Sur les photos, est-ce que toi tu privilégies plutôt des photos, en studio où on voit bien le produit ou plutôt des photos lifestyle contextualisées? Alors il faut les 2. En règle générale sur les produits, si on ne sur le e-commerce, sur les produits, les études montrent que c'est beaucoup plus vendeur de montrer les produits en situation, d'utilisation. Typiquement, un canapé sur lequel on est, c'est beaucoup plus vendeur de le voir là, tu vois, avec, l'habillement que vous avez, que s'il était devant le mur qui est en face de nous qui est blanc, tu vois? Typiquement. Donc ça, c'est prouvé. En revanche, sur les vêtements, le vêtement, faut qu'il soit porté, donc ça peut apparaître con, mais des fois, il y a certaines marques de vêtements qui mettent, genre le jean au sol et ils prennent des photos. Donc ça, par contre, c'est hyper important qu'il soit porté. En revanche, ça peut quand même on peut quand même avoir des photos studio. Je conseille, moi, quand même, pour l'homogénéité du site et notamment sur les cartes produits, d'avoir quand même les photos des mannequins en studio, donc avec des fonds neutres, pour que lorsque toutes les grilles produits soient côte à côte, on puisse facilement voir la différence entre les vêtements. C'est con, mais si jamais vous avez des fonds, différents et colorés, bah, déjà le contraste, on voit pas bien la différence et on va pas pouvoir bien voir les vêtements. Donc ça, c'est important. En revanche, il faut quand même, des photos contextuelles, idéalement. Pas forcément sur toute ta collection de vêtements, tu peux pas toujours. Mais par exemple, typiquement Tressé, ils vont faire des shootings, en Italie, en Inde et cetera, qui donnent un côté, qui donne beaucoup plus envie de se projeter avec le vêtement. Et le troisième truc, on en a parlé aussi, un peu avant, c'est sur, le fait que le vêtement, on puisse le voir en mouvement. Ouais. Donc, ce que je conseille et de plus en plus les marques le font et c'est très bien, notamment Pini Parma le fait et ils l'ont très bien fait, c'est de la vidéo, du vêtement porté juste, 3 secondes, même que 3 secondes ça suffit, 3 à 5 secondes, où le mannequin se tourne, on voit le vêtement, comment il est porté, est-ce qu'il est ample, est-ce qu'il se déforme pas trop quand on se bouge et tout. Voilà et d'ailleurs, je sais pas si tu veux en parler après, mais il y a des techniques maintenant aujourd'hui avec l'IA pour pouvoir, le faire, sans être obligé de faire ce shooting-là spécifique, en studio aussi. Ouais, ouais. Tu m'as montré justement une vidéo que vous aviez fait à partir, Ouais, d'IA, d'une photo, où on voit effectivement le produit en mouvement et quand tu me l'as montré, j'ai halluciné. ouais, Je me dis: «Ça peut complètement. pas être de l'IA, c'est tellement bien fait». Ouais, alors c'est pas nous directement qui l'avons fait, mais en effet, on est en train de préparer une offre, là-dessus pour, OK. proposer aux e-commerçants à partir de leurs photos, d'aller montrer les vêtements en mouvement et on l'a fait avec une artiste qui est sur Nantes aussi, qui est une directrice artistique, IA, qui fait que ça et oui, on veut proposer ça parce qu'en effet, des fois et notamment Tressé, on a fait une réunion stratégique avec eux il y a un mois, juste avant les vacances de Noël où je leur ai dit: «Ça manque quand même de vêtements portés en vidéo sur votre site qui permettraient d'aider à convertir». Ils ont dit: «Bah oui, mais sauf qu'en shooting photo, c'est à la fois plus coûteux et en même temps, quand tu as, 200 vêtements à shooter et ben, en fait, c'est des fois un peu compliqué de se dire,
bah, on va devoir, «Attendez, on arrête, il faut qu'on pense à la vidéo, de faire tourner et cetera» ou alors il faut faire tourner la caméra, pendant 4 heures. C'est un bordel. Hem, voilà, mais en tout cas, oui, il y a des possibilités aujourd'hui avec l'IA de faire ça et c'est complètement hallucinant. Après, il y a des problèmes de droit aussi, tu peux pas utiliser la photo directement de la mannequin sans lui demander, Ouais. et cetera et cetera mais voilà, mais oui, c'est possible de faire ça, ouais. OK. Donc de la photo en studio, de la photo portée, de la photo contextualité, un peu de vidéo, même si c'est de la vidéo, assez courte. Qu'est-ce que tu penses des photos où on voit, les clients ou les clientes en train de porter, la pièce? Est-ce que tu conseilles de les mettre sur les pages produits? Je sais pas si tu as des exemples ou si c'est assez courant? Alors, j'ai pas d'exemple, en tout cas pas sur les vêtements haut de gamme et je conseillerais pas de le faire. Parce que OK. c'est assez rare quand même que, bah, les clients, clientes, prennent des photos très quali Ouais, que tu peux te permettre de mettre. En revanche, si tu as, un, 4-5-10 clientes, un peu ambassadrices qui des sont influenceuses, par exemple? exactement, qui ont l'habitude et qui t'envoient des photos. Tu peux très bien faire une collab avec elles en disant: «Bah, ça peut être cool» et pas forcément des influenceurs professionnels, hein, ça Mmh peut mh. être, si tu un truc vraiment cool. Ça, c'est un concept qui pourrait être top, je pense, tu Mmh vois? mh. Mais, à date, c'est très risqué quand même de le faire. Tu as besoin d'homogénéiser un peu tout ça. C'est pour ça que on parlait tout à l'heure d'avoir les photos sur un fond blanc. Ouais. Ça y participe. Le grain est hyper important, enfin voilà. Donc c'est un peu compliqué, selon moi. Après sur des produits, qui ont rien à voir avec, les vêtements, et ou les vêtements haut de gamme, oui, ça peut fonctionner. Et même sur des marques de vêtements, pas haut de gamme, j'ai pas d'exemple en tête, mais même, tu vois, des Zara, des trucs comme ça, d'UGC, tu vois, avec des vêtements portés, par des clients, tu vois? Ouais, je crois qu'il y a, le site, Handbag où il y a Ah des OK. petites, capsules, vidéo où on voit, des clientes en train de porter, la banane. Mais on n'est pas sur, Ouais. des on n'est pas sur Pini Parma, Tressé, ça reste, un, Ah, une catégorie différente, même si c'est oh, peut-être pas très bien de le oh, dire comme ça. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, je pense pas que ce soit ça la raison. Je pense plutôt que Inbag, ils font des sacs Ouais, et ils prennent pas la forme des personnes ou, oui. heu, sur le sac, il reste pareil. C'est-à-dire que tu peux plus maîtriser, la façon dont il va être, pris en photo, alors que, sur des vêtements portés, c'est très différent. Tu vois, je parlais tout à l'heure du mouvement et des plis. C'est hyper important, cet aspect-là, de t'assurer que, bah, le vêtement a été choisi à la bonne taille et cetera, tu vois? Donc voilà. Après, il y a des marques, tu vois, Barni, on peut en parler, mais la fondatrice échange énormément, avec sa communauté et du coup partage très régulièrement, par contre, sur les réseaux sociaux et là, c'est très cool, bah, les vêtements portés par, sa communauté et cetera, tu vois? Mais sur le site, c'est un peu différent. Il faut vraiment, ouais, il y a un travail de sélection qui est hyper important et encore une fois, c'est surtout la partie, homogénéisation sur le site qui va être importante. Parce qu'une photo, une fois comme ça, toute seule, il y a pas de souci, tu vois? Mais prise côte à côte, d'autres, c'est un peu différent. OK, très clair. Donc la photo, partie super importante de l'e-shop. Moi, j'ai quelques questions au niveau de la navigation. Ouais. Quelles sont les catégories de pages qu'on doit avoir, absolument sur son site? Est-ce que c'est essentiel d'avoir une page, la marque ou à propos qui va expliquer, le pourquoi de la marque? Enfin, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus par rapport à ça? Et surtout nous partager tes meilleurs conseils? Ouais, alors je vais répondre dans les ordres. Sur la partie page, la marque, c'est extrêmement important sur une marque, haut de gamme. C'est pas une marque forcément qui est très consultée. Moi, ce que je conseille quand même, c'est que cette page-là soit présente, où on explique bien la philosophie de la marque. Parce que quand on décide de mettre «beaucoup d'argent» entre guillemets, ou en tout cas une somme, conséquente dans des vêtements, ben, on a besoin aussi de se rassurer sur le fait que ce qu'on achète, c'est de la qualité, qu'on est aligné aussi avec la philosophie des fondateurs, que voilà, avec la marque en règle générale. Je conseille, si on passe plutôt du point de vue, e-commerçant et UX, quand même que cette page-là soit assez travaillée au niveau style. Allez regarder, le la lettre de la fondatrice, qui est une page en fait sur le site de Barni qu'on a faite. Ouais, Vous allez voir comment elle a été travaillée. En fait, ça apparaît, l'écriture apparaît au fur et à mesure comme si c'était vraiment un peu une lettre manuscrite qui avait été faite et tout et cetera. Donc on avait OK. proposé cette animation. D'ailleurs, c'était un des points, que je voulais éventuellement, évoquer avec toi aussi. C'est qu'il y a toute la partie en effet photo et cetera, mouvement, du site, mais il y a aussi la partie, animation qui vient donner un look and feel au site. Tu vois, Mmh quand mh. tu scrolles, c'est un smooth scroll. Tu vois, c'est apaisant et tout, ça, c'est hyper important aussi. Donc ouais, cette page-là, elle est hyper importante. Après sur les catégories, bon, bah, oui, en effet, il faut avoir des catégories un peu classiques de genre, bien trier les robes, les pantalons, les hauts, les bas et cetera, les chaussures évidemment. Ouais. Ça, c'est assez classique donc j'ai
pas trop de conseils à donner là-dessus. En revanche, le conseil que je peux donner, c'est sur la partie menu mobile, l'organisation, OK. où là, il faut vraiment, vraiment faire attention et je vois énormément souvent ce défaut-là. C'est quand on clique sur le menu mobile, on a la première page du menu qui apparaît et le défaut, ne faites pas ça, c'est d'avoir juste 3 catégories. Typiquement, genre nos vêtements, nos collections, qui sommes-nous, tu vois? Il y a que ça et après tu dois cliquer dessus pour avoir le détail, de ce qu'il y a après derrière dans le menu. Ça, c'est un peu dommage. Ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir d'autres pages dans les menus si vous avez beaucoup de vêtements évidemment, mais il faut que dès cette première page, vous puissiez accéder rapidement aux catégories à minima des vêtements que les gens viennent rechercher. Typiquement, si on prend le cas de Tressé, où je parlais des robes tout à l'heure, je disais, ils ont un créneau sur la robe qui est particulier. Il faut absolument qu'on puisse rapidement arriver dans les robes, sans être obligé de passer sur une deuxième page du menu et cetera et cetera. Donc en fait, ça, c'est un conseil général que je donne et qui est valable depuis qu'on a créé Moon et qui sera valable encore pendant 20 ans. C'est donner rapidement ce que les gens sont venus chercher. OK. L'exemple que je donne souvent, c'est quand tu vas au McDo, si tu arrives quand tu viens choisir tes menus, tu arrives et que tu tapes 3 pages de salade et de trucs qui ont rien à voir avec le Big Mac, tu vas péter un câble, tu vois? Mmh Donc mh. tu mets le Big Mac en premier et voilà. Bah, là, c'est la même chose. Les gens viennent chercher des robes et des jeans sur Tressé et ben, il faut que les jeans et les robes soient accessibles dès le début dans le menu. Ouais, Faut vraiment pas que ce soit compliqué pour y aller. ouais. Faut le voir peut-être un peu comme une vitrine d'une boutique, dans le centre-ville d'une ville. Exactement. On va mettre les meilleures pièces, dans la vitrine, on va pas mettre ses worst sellers, en avant en premier. Ouais, alors il y a une petite nuance là-dessus aussi, c'est que ce que je conseille généralement, et ça marche plutôt bien, c'est, heu, alors là, je vais plutôt parler de la home page et de la structuration. Sur les sections produits, mettez vos best-sellers, donc exactement ce que je disais tout à l'heure, et aussi des pièces qui donnent vachement envie. Donc par exemple, tu vas avoir un jean à 200 €, une robe à, 300 € et après des pièces peut-être à 500 € à côté. Mais il faut pas qu'elle soit majoritaire. C'est-à-dire que c'est tes pièces best-seller ensemble et ta pièce qui donne vachement envie à côté. Ça te permet à la fois d'avoir un contraste de prix pour relativiser le prix aussi du jean qui est à 200 €, qui est quand même relativement cher pour un jean. Et en même temps, tu vois la qualité du vêtement et tu dis: «J'achète un jean d'une marque qui vend des trucs à 500 €». Je sais pas Mmh si tu mh, vois le mmh. truc? Ouais, si, je Donc vois. tu as l'impression aussi de faire partie d'un club un peu élitiste et cetera, donc ça, c'est important. Et le truc que je voulais dire aussi qui a rien à voir avec ce que je viens de dire là, c'est sur la partie menu et navigation. Beaucoup de e-commerçants, mettent des pages de search et c'est très bien, il la faut, mais des fois, ils la mettent trop en avant alors que c'est très peu cliqué. Typiquement, quand vous avez des collections qui sont réduites, même 50 vêtements, c'est pas énorme. Ne prenez pas trop de place sur la search, même si c'est utilisé, hein, mais qui est en fait pas tant utilisé que ça quand vous avez des petites collections. Sur des sites évidemment qui ont des grosses collections, ça sera beaucoup plus utilisé, mais il vaut mieux que vous ayez un menu très clair sur les robes, les pantalons, nin où on peut accéder très vite aux produits et aux collections, plutôt que d'avoir une search, qui prend trop de place en fait sur votre navigation, qui est pas tant que ça utilisé au final. OK, très clair. Et est-ce qu'on met une catégorie, les best-sellers, les permanents, les dernières pièces? Alors moi pas fan, je suis pas fan sur les marques de haut de gamme de vêtements de mettre, catégorie best-seller. Je trouve que ça fait pas OK. très quali. On va plutôt dire les intemporels Ouais. et c'est plutôt une catégorie que tu as toute l'année, qui sont des vêtements que tu vas avoir toute l'année. Donc ta collection, elle va faire 20-80, tu as 20 qui va rester, commune et tu as 80 qui va changer. Et ben, sur tes 20 communs qui sont en fait tes best-sellers forcément, tu vas les mettre en avant en effet, mais tu vas dire que c'est un peu les indispensables qu'il faut que tu aies dans ta garde-robe si tu veux porter du Tressé et du Barni. Typiquement Barni, ils font ça, ils ont une catégorie commune qui est un peu toute l'année et le reste change. Et ça du coup, ils conseillent généralement aussi dans leur lookbook, tu vois? Genre tu un jean, un t-shirt, un truc, un pull par exemple, et ben, ils vont dire: «Le jean, il va trop bien avec ça, ça, ça», et en fait, c'est un jean que tu peux mettre avec plein de leurs fringues et ils le vendent comme ça et je trouve que c'est hyper smart. Donc heu donc best-seller, je sais pas. C'est très particulier, en fait, le secteur du vêtement, luxe. Parce qu'en fait, sinon, si ça avait été autre chose, je t'aurais dit: «Oui, mais une catégorie best-seller». Mais Mmh. même des Peels best-seller sur tes produits, fais une catégorie petit prix aussi, tu vois? Ouais. Là, c'est un peu particulier. Il vaut mieux mettre les intemporels, mettre bien en avant les catégories des vêtements, quoi. Ouais, ouais. Il y a, le site Octobre Édition. Ouais, À Noël, ils avaient fait, je trouve, une super catégorisation de leur site avec justement, une catégorie, petit prix, les idées ouais, cadeaux ouais, pour lui, pour, les plus de, 35 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment clairement. super bien fait.
Carrément. C'est un peu un positionnement encore un peu différent, Ouais. Octobre, édition, qui est pour moi plus du premium, un peu à l'asphalte, tu Ouais, vois, ouais. au niveau donc là, tu peux un peu plus te permettre d'avoir ce ton, Mmh mh. plus direct sur, bon, OK, on a des petits prix, OK, on a des voilà et cetera. Là, tu vois, j'ai Tressé en tête ou Pini Parma, ils mettront pas à petit prix quelque Ouais. part sur leur site, c'est impossible de d'un point de vue philosophie de marque et positionnement, c'est un peu compliqué, tu vois? OK. On Ça parlait reste une bonne idée, mais on parlait tout à l'heure de panier moyen et de comment tu aides, tes clients à augmenter leur panier moyen. ouais, complètement. Moi, je pense directement, au bouton, acheter le look ou, Ouais, ce modèle porte, également telle ou telle pièce. exactement. Est-ce que c'est de cette manière-là que vous aidez vos clients à Et améliorer le panier moyen? exactement. Bah, sur Piniparma, typiquement, c'est une des choses qui a aidé à augmenter le panier moyen. Alors vous me croyez si vous voulez ou pas, mais que ce soit sur Barni, Piniparma ou Tressé, le panier moyen des mois qui ont suivi la refonte n'a jamais été aussi haut qu'avant. Alors il y a d'autres raisons sans doute qui expliquent ça. Peut-être qu'ils ont augmenté légèrement leur prix. J'avoue que j'ai pas regardé en détail tout ça, mais en tout cas, ça a augmenté, quand même le panier moyen. Entre autres, sur Piniparma typiquement, et plus spécifiquement d'ailleurs, pour le lookbook qui a été mis vachement en avant mais un peu partout, hein. C'est-à-dire sur la fiche produit en effet avec, le lookbook qui est accessible depuis l'image de la page produit, mais aussi sur la home page, il y a des sections spécifiques lookbook qu'on a un peu remis un peu partout sur le site. Donc ça a aidé. Évidemment, des produits complémentaires qu'on va aller pousser dans le panier. Si je prends un cas que j'ai pas encore évoqué, mais de Néné Paris, donc qui est une marque de Mmh mh. sous-vêtements, féminins qui est plutôt haut de gamme aussi. On a fait un système d'upsell dans le panier, où quand tu rajoutes le haut, donc par exemple, tu as rajouté le soutien-gorge noir et ben, on va te proposer exactement la culotte et ou le string approprié de la Mmh. même couleur en bas. Donc en fait, c'est des trucs, smart comme ça qui font que tu augmentes ton panier moyen. Donc ça, il y a ces éléments-là. Et puis après, il y a en effet, la mise en avant, de produits, nouveaux, tu vois? C'est-à-dire que, tu vas être, sur un produit, qui va être un costume à 300 € par exemple sur Piniparma et tu vas aller, scroller plus bas et on va te mettre en avant un produit qui est légèrement un peu plus cher, tu vois? Tu vas dire: «Celui-là aussi, les gens ont aussi regardé ce costume-là». C'est un costume noir aussi, qui est légèrement plus sympa et qui est, 100 € de plus, tu vois? Donc c'est aussi proposer des produits qui se ressemblent un peu, qui sont pas pareils, mais qui sont un peu plus quali pour un prix, légèrement supérieur OK, très clair. et voilà. Top. Et aussi, pardon, dernier truc qui est assez classique, mais qui en f j'étais en train de me dire: «C'est quoi les trucs spécifiques aussi?» C'est pas forcément spécifique, mais c'est aussi, proposer les frais de port offerts à partir d'un certain montant. Donc par exemple, Piniparma, j'avoue que je me souviens plus, mais on va dire que c'est 200 €. Si tu as pris, juste un pantalon et des chaussettes et que c'est à 180 €, bah, on va te pousser aussi à aller, À à prendre une 200 deuxième paire €. de choses. Donc ça, c'est très classique, mais ça fonctionne aussi sur, les sites de e-commerce pour avoir les frais de port offerts typiquement. OK. Voilà. Et alors, je sais pas si tu as réussi à répondre à cette question, mais souvent sur les sites e-commerce de prêt-à-porter, on a aussi inscris-toi à la newsletter et obtiens 10 sur ta première commande. Ouais. Ça, c'est des choses que vous recommandez de faire? Eh ben, écoute, oui, c'est vrai que ça peut pas toujours, être perçu comme, entre guillemets «haut de gamme», mais quand même quasiment toutes les marques le font. Ouais. Donc juste par contre, il faut s'assurer que dans le flow, qui est généralement géré par Klaviyo, ce soit vraiment attribué que à la première commande. Le risque, c'est que, en fait, les personnes, soient habituées à ça et reçoivent régulièrement des remises et cetera. Ça, Ouais. c'est un peu le risque dans lequel il faut pas tomber quand on est dans le haut de gamme. Mais oui, généralement, quand même, sur les premières commandes, pour attirer, il y a quand même ces remises-là qui sont faites de moins 10. C'est le cas en tout cas sur Tressé et il me semble que Piniparma aussi. OK. Ouais, ça peut activer une première vente et ensuite si, la pièce est Exactement. à la bonne taille et qu'elle convient bien à la personne, potentiellement, on sait que les marques de prêt-à-porter, elles peuvent avoir un gros, recurring Ouais, et ça, c'est une vraie force, hein. Je crois, on a échangé, avec, des grosses marques de prêt-à-porter dernièrement, à l'agence. C'est vrai que c'est, assez impressionnant de voir qu'elles font 60-70 de leur chiffre d'affaires avec, une clientèle déjà, existante. ouais, alors je te rejoins complètement. Le meilleur exemple parce que c'est là où j'ai le plus entre guillemets de «retours et de statistiques», c'est vraiment Barni, Ouais. donc ex Cocotte Pime ton style. Alors, elle est très axée sur la communauté et cetera, mais en effet, elle a une grosse communauté qui la suit à fond et les retours qu'on a, c'est vraiment les personnes essayent typiquement le jean, c'est un de leurs best-sellers. Ils essayent le jean et ils sont en mode: «Ah la coupe elle est parfaite» et en fait, ils savent qu'à partir de ce moment-là, ils vont acheter que les jeans chez eux parce qu'ils savent que ça leur va parfaitement, tu vois? Et
Et donc ouais, ça, c'est hyper important. Donc en effet, quand les gens ont trouvé des vêtements qui leur vont nickel, tu vois, qui fit parfaitement avec, leur morphologie, bah, ils y vont à fond, donc il y a un truc à faire. Après sur ces vêtements-là, quand c'est haut de gamme, tout le monde ne peut pas se permettre d'en acheter non plus tous les 4 matins, mais Ouais, en ouais. tout cas, tu peux créer un sentiment d'appartenance, tu vois? En effet. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a ce côté être un peu, fan de la marque et dès Ouais, qu'il y a une nouvelle pièce, bah, quoi qu'il arrive, on l'adore, ouais. et on s'y fait, donc on achète à chaque fois dès qu'il y a une nouvelle collection, une nouvelle capsule et cetera. Et nous, on bosse avec, le pantalon. Oui, oui, oui. Et le pantalon, c'est eux, ils ont un niveau de récurrence qui est assez, élevé parce que un homme qui trouve un pantalon qui lui fit Bah, bien, oui, bah, après il l'achète de toutes les couleurs, en fait. ouais, Et moi, exactement. j'avoue que je suis comme ça, donc Ouais, pareil, exactement. Donc, ouais, c'est exactement le cas. Et Pini Parma, typiquement sur les costumes, c'est aussi, ils sont en forte croissance aussi, Pini Parma. ouais, Ils ont des magasins aussi, hein, mais à la fois sur le en magasin et aussi sur le store, la croissance elle est importante. Je pense notamment pour ça, parce qu'en fait le rapport qualité-prix, il est dingue. Ça reste assez cher, mais c'est vraiment du made in Italy. La qualité est folle, les coupes sont top. Ils ont des vendeurs qui sont ultra formés aussi à tout ce qui va être, j'ai le un peu sur mesure et cetera, parce qu'ils font des fois des ajustements en magasin en tout cas. Et oui, les gens rachètent vachement chez eux, donc c'est un peu le retour qu'on a. Donc oui, oui. top. Tu parlais tout à l'heure de, mettre un petit espace où on va mettre en avant si la pièce est disponible, Ouais, en boutique. Hem, on a parlé, avant, cet épisode de Shopify, POS. ouais, Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi Shopify POS et à quel point ça peut aider, les e-commerçants tout sur à la fait. partie retail? C'est mon associé Benjamin, Brisbou qui regardera peut-être ces vidéos, qui est vraiment expert du sujet et il a fait pas mal d'installations l'année dernière. Shopify POS, en fait, c'est le système de caisse de Shopify au travers d'une tablette. Donc en fait, si vous avez des magasins, vous pouvez avoir un système de caisse géré, en fait, avec, Shopify POS. C'est une application que vous mettez, sur votre, tablette et vous pouvez gérer les ventes de votre magasin comme n'importe quel système de caisse d'un magasin. Directement dessus. Le gros avantage, évidemment, c'est que c'est le même, «back office» entre guillemets que Shopify côté, web et e-commerce et du coup, bah, vous pouvez retrouver les mêmes clients, leur attribuer des points de fidélité éventuellement, pouvoir faire des retours de pièces qui ont été commandées sur le e-commerce que les gens vous ramènent en magasin éventuellement. Donc en fait, tout est unifié, et ça marche extrêmement bien. Le point très important et assez récent aussi, c'est que tout le système, Shopify POS est disponible, avec le hardware désormais. Historiquement, on ne pouvait pas, en France en tout cas, jusqu'à très, très récemment, donc il y a moins d'un mois, 2 mois, on ne pouvait pas connecter directement un TPE, à la tablette pour pouvoir, prendre un paiement et que le paiement soit enregistré directement dans le back office de Shopify POS. Il fallait prendre le paiement à côté et valider le paiement dans Shopify POS. Donc là, maintenant, il y a tout qui est disponible. Vous pouvez aller sur le site de Shopify, acheter tout. Je crois que le tout, c'est à 800 ou 900 dollars, ce qui est pas cher, hein, pour un système de caisse, un hardware. Et après, l'application, entre guillemets, elle est gratuite. Et après, l'utilisation, c'est 79 €, 79 $ par mois, etc. Voilà. Ouais, top. Moi, je Shopify POS, quand je me suis renseigné sur le sujet, je me suis dit: «Mais en fait, c'est top». Enfin, tu es une marque, qui se lance, sur Shopify, tu as un petit succès, à un moment, tu décides d'ouvrir ta 1re boutique Ouais, et tu as ton système de caisse, Shopify. Tout de suite, tu as ta base client qui est directement, connectée complètement. et enfin, les usages et les possibilités qu'on peut trouver, derrière ça, c'est assez, phénoménal. Ça ouvre aussi d'autres opportunités parce qu'en effet, il y a des ouvertures enfin, on va dire des gestions de magasins un peu classiques. Typiquement Naténine qui est une marque de sacs, premium pour lesquels on a été installé, enfin, je dis on, j'ai rien fait, mais c'est Ben qui l'a fait, qui a été installé en fin d'année dernière dans le magasin de Naténine. Hem, C'était, bah, du coup, c'était, nickel parce que ça fonctionnait, parfait pour son magasin parce qu'elle a un site Shopify aussi à côté de ça. Mais le truc auquel on pense un peu moins, et ça, moi, c'est plutôt mon argument aussi en faveur de Shopify, c'est qu'en fait, si tu veux faire des ventes un peu éphémères, typiquement Barni, ils l'ont fait et Ben les a accompagnés aussi, là-dessus l'année dernière. Ils ont fait 3 jours, un week-end à Lyon de vente, privée. Ils ont loué un espace, un magasin dans le centre de Lyon très stylé, mais qui était un magasin éphémère. Ils ont tout installé et cetera, donc c'était assez important. Mais pendant 3 jours, ils ont pu, avec une tablette, faire des ventes, pendant 3 jours, en physique avec, une tablette Shopify POS. Très rapidement, ils prenaient les paiements, tac, tac, tac.
Ils s'en servent plus là parce qu'ils ont pas de magasin physique, mais ça leur a permis très rapidement d'encaisser des trucs alors que sinon ça aurait été une énorme galère. Ouais. Bon, clairement, je pense que Shopify POS, on va en entendre beaucoup parler, dans, cette année et les prochaines années. Et rapidement, on est en train de parler de moyens de paiement. Est-ce qu'il y a des moyens de paiement à ne surtout pas, oublier de mettre sur, son e-shop quand on vend du prêt-à-porter? Complètement, bah, on parlait tout à l'heure du paiement en 3 fois, donc nous on bosse pas mal avec Alma, donc il fonctionne très bien, donc c'est cool, donc ça vous permet de payer en 3 fois. Généralement sans frais quand même, donc ça c'est cool. Même pour le e-commerçant, donc tout est pris en charge. Garanti aussi, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que e-commerçant, c'est Alma qui garantit aussi le paiement sur ces OK. choses-là. Alors, ils étudient le dossier aussi un peu, mais voilà. Tu voulais intervenir? Et ouais, est-ce que du coup, ça veut dire que, si j'achète pour, 100 € en 3 fois, l'e-commerçant reçoit directement 100 € ou il va recevoir, Alors je ne t'avoue que je ne sais pas. ouais, C'est une bonne question. Pareil, c'est Ben qui est plus à l'aise avec le sujet. Je ne sais pas. Peut-être que tu reçois en effet les 100 € directement et j'en suis pas certain. OK. Donc je veux pas dire de bêtises. Peut-être que les 2 existent aussi, les 2 systèmes. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans la plupart des temps, ces systèmes-là, garantissent quand même le paiement, donc c'est assez rassurant pour les commerçants. C'est aussi comme ça que des solutions comme Alma, rassurent aussi les marques pour bosser avec elles. Mais ça aide vachement la conversion, notamment quand alors, en même temps, notamment quand c'est des prix chers, mais en fait, des fois aussi sur certaines marques qui vendent des produits pas très chers aussi, le mettent en place et ça fonctionne. C'est quand même assez hallucinant, mais voilà, bon, c'est disponible. Évidemment, le truc peut-être un peu biaisé aussi parce que, je suis un des utilisateurs, mais c'est Apple Pay. On en Ouais. parlait aussi tout à l'heure. Heu, mais pour le coup, ça on a pu le tester, parce qu'on l'a installé assez rapidement, sur, Dijon quand ça a été disponible il y a 2 ou 3 ans où ça commençait vraiment à se démocratiser, je me souviens plus bien. En tout cas, là, on l'a installé assez rapidement et on a vu, une augmentation assez flagrante. Bon, on l'a pas AB testé pour être honnête, mais on a vu tout de suite que ça a vraiment amélioré le taux de conversion. Donc ça, il le faut et en plus, ce que je disais tout à l'heure, il y a tellement encore de e-commerçants, même Shopify, même récents, qui n'ont pas, Apple Pay ou en tout cas le système de paiement dynamique. Parce qu'en fait, je sais pas si tu le sais, mais il y a un système de boutons dynamiques de paiement sur Shopify qui est en fait un bouton unique qui se transforme en fonction de ton système de paiement favori. Donc par exemple, en effet, on a des téléphones, Apple là, toi et moi, mais on a Apple Pay qui est présenté, mais si jamais tu as un système, Google, bah, ça peut être Google Pay, ça peut être aussi, Amazon Pay ou le plus connu, pardon, PayPal, tu vois, qui Ouais. apparaît, pardon. Heu, donc oui, il y a ces systèmes-là qui existent, il faut absolument le mettre en place et c'est pas Ouais. très compliqué, pour, votre agence, Shopify, si vous nous écoutez et que vous avez une agence avec qui vous bossez, pour l'installer donc Ouais. faites-le, quoi. Ouais, effectivement, moi le premier, des fois je suis sur mon ordinateur, je regarde, une pièce, je veux l'acheter. En fait, je vais passer commande sur mon téléphone parce qu'avec Apple Pay, c'est fait en 2 secondes et comme ça, j'ai pas besoin d'aller chercher mon portefeuille, Ouais, ouais. qui est dans mon manteau, et cetera et ça va beaucoup plus vite donc si vous n'avez pas Apple Pay sur votre e-shop, vous perdez certainement, de l'argent. Ah oui, c'est sûr et cer enfin, pour le coup, là, c'est sûr et certain. Ouais, Donc mettez-le, vous pouvez le mettre directement notamment sur votre e-shop, mais aussi sur et c'est en fait ça que j'avais en tête, mais je l'ai pas précisé, mais aussi sur votre page produit. Donc c'est-à-dire que sur votre page produit directement, vous l'avez sous le CTA principal, il y a le CTA aller au panier, rajouter au panier et il y en a un aussi où vous pouvez mettre Apple Pay et directement payer le produit sans aller dans le checkout, Shopify. Donc ça, c'est quand même intéressant ouais, et ça va beaucoup plus vite, quoi. ouais, clairement. Top. Je pense qu'on a parlé de plein de sujets autour de Shopify et du prêt-à-porter. Est-ce que tu vois des choses, à ajouter? Non, je pense qu'on a bien fait le tour, non, j'ai pas d'autres choses à ajouter, j'en aurais sans doute, mais sinon je pense que le podcast va durer 2 heures. Donc non, non, j'ai pas de choses à ajouter, mais juste voilà, la conclusion du sujet, c'est, il y a pas de formule magique, apportez un maximum de services quali autour de vos vêtements, soyez le plus transparent possible, autour de tout ça. Cherchez pas à cacher le prix. Hem, Faites très, très, très attention à la taille, pour aussi avoir un retour sur investissement, de pas vous taper trop de retours. Si vous avez des retours, utilisez des systèmes, on en parlait aussi tout à l'heure, un peu comme Babac et cetera, pour faire des retours aussi simples. Donc ça, c'est important de montrer que c'est simple aussi d'avoir des retours. Et après, moi, c'est mon cheval de bataille, sur le e-commerce en général, mais peut-être aussi sur ces marques-là haut de gamme. C'est les menus mobiles, vraiment simplifiez-les au maximum. Donnez rapidement accès à vos produits, parce qu'en fait, vous perdez aussi de la conversion là-dessus. Un truc tout con qu'on entend depuis des années, plus vous avez de clics et plus vous perdez, du trafic, enfin des personnes sur votre site.
ça reste vrai, donc attention à ça, quoi. OK, très clair. Je vais terminer par te poser mes questions, Heu, habituelles. Tout à fait. Je vais reprendre Heu, mes notes parce que ouais, vas-y, vas-y. hem, c'est quoi selon toi, là où les grosses tendances qui vont être associées à l'e-commerce, en 2025? Alors, j'avais pris des petites notes parce qu'en effet, je savais que tu allais me poser ces questions. Moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est, le SEO et l'IA. Hem, alors, je vais essayer d'être un peu plus précis. Aujourd'hui, le SEO, c'est un enjeu assez important sur le e-commerce. Ouais, Tu le sais mieux que personne, l'acquisition, c'est de plus en plus cher, même si ça vaut toujours quand même le coup, le retour sur investissement est toujours bon. Mais les gens se posent de plus en plus la question d'aller investir dans le SEO. C'était déjà le cas avant, mais là, c'est vraiment un truc qui pousse encore. Donc évidemment, il y a les recherches Google classiques où votre site va ressortir, en 1er, 2e, 3e position selon les recherches. Mais il y a aussi, maintenant, les marques qui ressortent dans, les IA. ChatGPT en premier lieu et Claude aussi. Et maintenant, il faut travailler son SEO sur son site de e-commerce, aussi par rapport aux demandes de l'IA. Donc c'est avoir du contenu SEO qui va répondre à des questions, peut-être encore plus, comment dire? Avec une façon un peu plus, de la façon dont on parle en fait sur les questions. Donc moins structuré, moins formel. Donc il y a ce contenu-là qui est hyper important et qui doit être travaillé également. Donc ça aide notamment des top 10, ce genre de choses sur son site. Typiquement Crisp qui sont des Nantais aussi, ils le ouais, font très bien et ils ressortent vachement dans les recommandations d'IA, OK. parce qu'ils ont travaillé ça à fond, ils ont fait des comparaisons avec leurs concurrents et cetera et donc du coup, ils ressortent dans plein, plein de classements et du coup, quand tu vas dire: «C'est quoi le top 10 des chatbots ou des, services clients?» et ben, Crisp va ressortir systématiquement et c'est assez hallucinant. Donc ça, c'est un gros, gros point sur le e-commerce. J'en ai d'autres, alors il y a c'est classique aussi et les gens le savent maintenant. C'était plutôt un truc de 2024, mais c'est un truc qui pousse énormément, c'est, WhatsApp, marketing. Mmh mh. Donc, un peu l'équivalent de Klaviyo, mais sur la partie WhatsApp, qui est encore quand même sous-exploité par les marques, mais qui fonctionne, hyper bien. Ouais, j'ai fait un échange avec, Tiffaine Venet Oui, complètement. de Signo et notamment sur la partie prêt-à-porter, elle m'avait montré un exemple de la marque Balzac Ouais, et c'est vrai que c'était, très, très fort ah bah, et oui, que le potentiel, il est énorme. exactement. Après, il y a une tendance du e-commerce qui commence à pousser aussi sur la seconde main, donc qui est Ouais, hyper intéressante aussi, à la fois sur des marques de seconde main 100, qui se créent et qui ont l'air de bien fonctionner. Mais après, il y a aussi des systèmes et j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais Nopli. c'est peut-être ça, ouais. Mmh mh. Qui permet qui permet de vendre de la seconde main aussi sur son site de sa propre marque. Donc par exemple, si on imagine Tressé, et ben, la personne qui a acheté du Tressé il y a 2 ans peut le revendre à Ouais, ça, Tressé c'est trop lui-même bien. pour le vendre dessus. Donc ça, c'est assez cool. Je pense que ça va se développer pas mal. Hem, J'avais noté heu, aussi de l'intégration IA sur les sites de e-commerce avec notamment des applications comme Dialogue, je sais pas si tu vois ce que c'est? Non. Donc en fait, c'est un système qui te permet, de poser des questions au sein de ta fiche produit directement à l'IA, avec une petite fenêtre où tu vas lui dire: «Est-ce que tu peux me dire si la composition de ce produit est saine?» Tu vois, Mmh ce que j'en mh. parlais tout à l'heure, parce que Ouais. c'est quelque chose qui est vachement recherché. Et ben, Dialogue va te répondre très rapidement et cetera, dans une petite fenêtre qui est sur le site, à ces questions-là. Donc ça, c'est assez cool. Hem, on l'a pas encore intégré chez des clients, je pense que ça devrait arriver, un de ces 4. Mais en tout cas, c'est un truc qui est en train de pousser et beaucoup de gens en parlent. Donc c'est un peu la hype, autour de ça. Après, il y a d'autres trucs où j'avais mis, les abonnements, toujours, à pousser de plus en plus de marques poussent des abonnements. Alors pas sur les vêtements, hein, je suis un peu sorti du scope du vêtement, mais ouais, il y a ça et après là, c'est le truc qui est en train de pousser, c'est sur la personnalisation extrême avec l'IA. C'est-à-dire, les sites seront différents et les arguments sur les sites seront différents en fonction des personnes qui viennent OK. dessus. Typiquement, si on prend un exemple comme Dijon, et ben, on peut imaginer demain qu'une personne va arriver, on va lui dire, heu: «500 personnes ont acheté ce produit, ils sont tous satisfaits» et une autre personne qui a un profil un peu différent, on va lui dire, heu, 90 enfin, étude scientifique, 85 des personnes, trouvent que, elles se sentent mieux après, avoir utilisé les produits, 10 jours. C'est aussi proposer de l'upsell, différent, affiché sur le site et cetera et cetera. OK. Tu vois, le cross-sell, par exemple, dans le panier tiroir, ce genre de choses, on va pouvoir te proposer quelque chose de vraiment très différent. Donc voilà, sur, les tendances que je pouvais te donner. OK, on pourrait faire un épisode, complet, Et un prochain épisode je sur les reviendrai prochaines tendances du e-commerce. Il y a plein de sujets, dans 6 mois, que j'aurais, heu, que j'aimerais bien approfondir avec toi, mais on fera un autre épisode, sans ensemble problème. sur le sujet.
Hem, Est-ce que tu as une marque e-commerce que tu apprécies particulièrement? Soit, une marque avec laquelle tu rêverais de bosser, dont tu adores, les produits que tu, consommes ou autre? Alors, j'ai plusieurs réponses à ta question. Ouais, Les marques avec lesquelles j'adorerais bosser, c'est Asphalt parce que j'adore cette marque. ouais, Je suis acheteur chez eux, donc j'adorerais bosser avec eux. Sinon, j'ai pas trop d'autres marques qui viennent avec qui j'aimerais absolument bosser. Il y en a plein, que je trouve trop cool et après si, j'ai plutôt pris ta question dans, c'est quoi les marques que je trouve, assez smart dans la façon de ouais, fonctionner? Nous, chez nos clients, on va avoir j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais Dijo, elles sont vraiment fortes au global à 360, donc pas que sur leur site de e-commerce, mais leur stratégie, je trouve, de communication globale et de comment elles créent des nouveaux produits aussi. Là, elles viennent de sortir un nouveau produit qui cartonne, donc elles sont assez fortes aussi en R&D. Ça, franchement, c'est à suivre. Elles ont, je trouve, un coup d'avance sur leurs concurrents, qui sont de plus en plus nombreux quand même, faut le noter. Pimpan, pour un truc, complètement différent aussi. Alors, ils sont très, très forts aussi en termes de communication, mais ils sont ultra pragmatiques. ouais. C'est-à-dire que Baptiste et d'ailleurs spoiler, c'est une des personnes que je voulais te conseiller, hein, d'inviter sur ton podcast. OK. Baptiste Amin, donc le fondateur de Pimpan, qui est franchement, c'est un des gars les plus smart du e-commerce, je pense, en France. Alors il a monté d'autres boîtes avant, donc il a pas démarré comme ça, mais ils sont très pragmatiques sur la façon de faire du e-commerce, OK. très data centré, CRO à fond. Là, on va mettre, en place plein de trucs avec eux là-dessus, dans les mois qui viennent. Donc franchement, une marque à suivre parce que pour leur pragmatisme. Parce que le site en tant que tel et disclaimer, c'est pas nous à la base qui avions fait leur site, on a repris techniquement tout le site il y a 3 ans. Hem, donc le site en soi, il est pas exceptionnellement, beau et extrêmement enfin, au niveau de l'UX, pas extrêmement bien fait, il y a encore plein de trucs à faire, Ouais, mais ils sont ultra pragmatiques. Tu vois, par exemple, la page store, parce qu'en fait, tu arrives sur une page qui est en fait du Webflow. Moi, je vais rentrer dans le détail plus tard, mais la page store, tu arrives, c'est une page de collection avec que des produits. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'ils ont compris. C'est en mode, et en fait, les gens, ils viennent sur notre site pour acheter des produits. On va montrer plein de grilles de produits, l'exhaustivité de nos produits, et les gens, ils vont sélectionner dedans. ouais. Il n'y a pas beaucoup de blabla qui explique plein, plein de choses, OK, etc. Le blabla est, entre guillemets, plus dans les fiches produits où là, tu vas être renseigné un peu plus sur les produits. Donc, ouais, il y a ça. Une autre marque aussi avec qui on travaille qui s'appelle Petit Pas de Géant. OK, Le truc spécifique, c'est qu'ils ont un configurateur, hem, où tu vas aller pas à pas pouvoir déterminer quelles sont les chaussures qui correspondent exactement, à la taille des pieds de tes enfants. OK. Et ça, c'est un truc qu'ils ont travaillé depuis des années et nous, on l'a mis en place, donc c'était un gros travail, on a créé une mini app, en fait, au sein de Shopify qui fait que tu peux choisir la taille de ton pied. Tu dis, «Le pied, il fait telle et telle taille». Il y a des vidéos intégrées pour savoir comment faire et cetera. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un des sites, leaders sur, la vente de chaussures, pour les enfants en France. Parce qu'ils ont compris ce truc-là. En fait, la galère, les gens ne savent pas, mais tu le sauras sans doute bientôt, c'est que pour choisir des chaussures pour les enfants, c'est une galère Ouais, et en fait, tu te plantes souvent dans les tailles, il faut les changer. En fait, tu t'aperçois que ça va pas, l'enfant est pas bien dans la chaussure et cetera. Donc en fait, tu réponds à tous ces critères et en vrai, ils ont très, très peu de retours, donc c'est assez hallucinant. OK. Ouais, c'est presque un choix, on va dire, médical. Si on prend la mauvaise taille de chaussures, on n'aide vraiment pas son enfant, quoi. Ouais, exactement. Après, c'est des chaussures kickers, des trucs cool, hein, pour les Ouais. enfants et tout, mais en effet, c'est quelque chose qui est très, ils l'ont travaillé à fond. Enfin, ils ont des tableaux dans tous les sens. D'ailleurs, qui sont confidentiels, tu vois? Ils nous ont dit: «Attention, on a pas le droit de les partager et tout». Ouais, Voilà. Et après, dernière marque très rapidement, c'est Feed. Je trouve que la façon dont ils présentent les ouais, produits et quand ils organisent leur gamme, c'est assez smart. Ils ont justement plein d'arguments autour des produits systématiquement et en même temps, c'est très simple. Encore une fois, je trouve que le design du site en tant que tel, il est pas incroyable, tu vois? Par contre, c'est très bien fait, très smart, tout est là, le marketing, les catégories dans le menu qui changent régulièrement. Ça, c'est peut-être un truc que j'ai oublié tout à l'heure. ouais. Sur de l'événement un peu spécifique du genre, Noël, tu vois? Tu peux créer des catégories un peu spécifiques. Eux, ils ont toujours des catégories contextuelles, tu vois, sur leur site. Par exemple, les bonnes résolutions quand on est en début d'année. Exactement, donc la gamme sport, leur menu, il est, écriture noire sur blanc. Bah, la gamme sport, elle est entourée de orange, tu vois? Et elle est pas comme ça toute l'année. C'est-à-dire que en fonction de ce qu'ils présentent comme gamme, ils font évoluer et du coup, ça te saute aux yeux. Ils ont tout ce système de pulse marketing un peu là, est vraiment bien fait. Donc franchement, moi, je vais souvent dessus regarder ce qu'ils font. Je fais: «Putain, c'est une bonne idée ça et tout». OK, Ils bossent avec une grosse agence qui s'appelle Maestro qui sont très sympas aussi, que je salue au passage. très bien. Ça me donne envie d'aller refaire un tour. Ça fait un petit moment sur les sites de Feed et de Pimpan, notamment qui sont, je suis d'accord avec toi,
vrais mastodontes de l'e-commerce en France, où il y a Ouais, des marques qui osent beaucoup, qui tentent beaucoup et qui creusent le sujet de bout en bout. exactement, exactement. Et ouais, notamment Pimpan, ils ont une ancienne freelance CRO qui est leur responsable e-commerce, Ouais, qui est ultra smart et qui s'appelle Alison oui, et oui, oui. qui les aide vachement à aussi, step up là-dessus, quoi. Très bien, top. Et ma dernière question, toujours la même. Qui est-ce que tu me conseilles d'inviter dans un prochain podcast? Et ben, je t'ai spoilé, mais j'avais noté, notamment Baptiste Hamin de Pimpan, Ouais, ultra intéressant. Il faut absolument que tu l'aies. tu peux compter sur moi pour lui écrire un petit message. Pas de souci. La deuxième personne qui est aussi un de nos clients, c'est Michael Weiss qui est le cofondateur de Shepherd, OK, qui est ouais, une marque de support pour mettre son smartphone sur les motos, les vélos, pour aller courir et cetera. Très, très smart parce qu'il va pouvoir aussi te parler d'Amazon, parce que c'est un gros expert, e-commerce Amazon en France. OK. Il fait d'ailleurs pas mal de consulting autour du sujet et pareil, un gars hyper pragmatique, qui en fait, va complètement, démontrer qu'Amazon en fait, c'est quand même un canal d'acquisition qui est quand même Ouais, assez ouais. incroyable et qui n'est pas forcément, dépend de ton e-commerce. Je Heu, vois régulièrement ses posts LinkedIn ouais, sur le sujet, ils sont toujours super intéressants. bah, pour le coup, c'est des geeks ces 2 gars. Donc en fait, Baptiste Hamin, c'est un ancien dev, il a fait le wagon aussi, mais lui pour le coup, c'était un très bon dev, hein, en comparaison à moi. Mais qui avait fait une application et tout, donc il connaît très, très bien ces sujets tech, il est très pragmatique. Tu vois, c'est le genre de gars, quand tu vas leur dire: «Ça, c'est un peu galère, en vrai, le résultat, il va pas forcément être ouf», ils vont dire: «OK, c'est pas grave, vas-y, c'est quoi le mieux? On pense que c'est ça, bah, vas-y, fais ça». Il a des prises de décision et ça je digresse un peu, mais pour moi, les entrepreneurs et notamment dans l'e-commerce, les meilleurs, c'est ceux qui vont à fond. Et je parlais de Dijo tout à l'heure et typiquement Lisa, c'est avec elle qu'on échange, on échange un peu plus avec elle qu'avec Anouk. Elle est très comme ça, tu vois? On lui dit, elle dit: «Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on fasse les gars?» On dit: «On pense qu'il faut faire ça». «OK, faites-le», tu vois? Et ça prend 5 secondes et je l'ai eu hier soir au téléphone et c'est exactement ce qu'elle m'a dit, donc tu vois, ça va comme ça. Et la dernière personne qui est un peu différente, que je te conseille d'inviter, c'est Rob Spiro. Tu vois qui c'est? C Imagination Machine? Exactement, donc c'est le fondateur, je crois j'allais dire cofondateur, mais je crois que c'est le fondateur, mais après il y a plein d'entrepreneurs au sein de ce système-là, mais cofondateur d'Imagination Machine, qui est un incubateur de start-up, notamment des e-commerce, où il y a eu, les Mini-mondes, Ouais, que je pourrais inviter aussi d'ailleurs, ouais. et Joe? mince, merci Joe, c'est ce que je cherchais. Joe, et je me demande s'ils ont pas encore d'autres marques de e-commerce qui sont Si, sorties. si, il y en a d'autres, ça je vais pas les sortir, comme ça, Mmh, mais peut-être que ça me reviendra d'ici, mais je quelques pense secondes. que ce serait intéressant de l'interroger sur sa vision justement de ça. C'est-à-dire le e-commerce, comment tu le Je crois qu'il vois? y a Beam Energy? BIM, exactement, ouais, Ouais. merci, il y a BIM, avec qui on a bossé aussi d'ailleurs. Donc ouais, il y a BIM Énergie, tu as raison, et voilà. Et après, je vais te donner trop, je vais spoiler tous les autres, mais il y a Claire Breton, je sais pas si on dit Breton ou Breton, la fondatrice de Underdog, Ouais, ouais, marque ouais. de mince, j'allais dire lave-linge, mais c'est pas ça. De C'est une marque qui ouais, reconditionne de de l'électroménager. Merci, je l'électroménager, ouais. cherchais le mot électroménager, et qui sont sur Nantes aussi et Ouais, qui elle est top, et elle a l'habitude en plus de passer, dans les médias, donc je pense que ça peut être très, très cool. OK. Bah, j'ai une longue liste, Voilà, d'invités. bah, voilà, J'avoue que j'ai manqué un petit peu, de noms à contacter et j'en ai d'autres cetera. encore si tu veux. Du coup, je vais les contacter, puis la prochaine fois que je manque encore d'invités, je te passerai un petit coup Et de bah, fil ou avec je te grand plaisir. réinviterai sur le podcast. Avec grand plaisir. Salut Thomas. Top, merci Ciao. beaucoup, salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir. Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'ADS et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.